Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire du Forum prospectif de l'Afrique de l'Ouest. Je suis Laurie Gréziac, je suis chargée d'études à Futurible et j'appuie Thierry Homel dans ce dispositif. Vous avez sur le côté le chat où vous pouvez nous dire bonjour et poser des questions, et vous avez aussi un onglet questions sur lesquels vous pouvez poser des questions. Voilà, j'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Et puis, je laisse la parole à Thierry Homel. Merci beaucoup Laurie, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas parler longtemps, soyez rassurés. Je vais juste vous expliquer ce qu'on va faire, le temps qu'on va passer ensemble. Vous allez avoir la chance d'avoir deux personnes a priori très intéressantes qui vont vous expliquer un peu ce qu'elles font et leurs activités. Ce sont deux jeunes qu'on dit issus de la diaspora, donc d'identité, je ne sais pas s'il faut dire malio-française ou franco-malienne et sénégalo-française ou franco-sénégalaise. Avec deux jeunes qui interviennent de manière différente de ce qu'on pouvait faire avant dans le cadre de l'assistance familiale, c'est-à-dire que l'un comme l'autre ont décidé finalement de se réinvestir et d'entreprendre dans le pays d'origine de leurs parents. Pour des raisons qui sont multiples et qui vont nous expliquer, nous avons donc Fatima Tagnan qui va nous rejoindre, qui est un tout petit peu en retard car elle est serial entrepreneuse et elle est entre deux feux, et puis qui est déjà en direct avec nous, Yaya Camara, qui a décidé d'investir et d'ouvrir une boutique à Bamako, dans laquelle il se trouve aujourd'hui et que je salue évidemment bien chaleureusement. Voilà un petit peu. Yaya investit, travaille en Afrique de l'Ouest, dans le pays d'origine de ses parents, autour d'une activité qui est à la fois importante parce qu'elle permet la fabrication d'articles de qualité à destination effectivement des populations maliennes, et aussi autour d'une activité qui se veut sociale puisqu'il contribue à de la formation et à l'embauche de populations, sachant comme c'est pressant effectivement en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Mali. Tout ça eh bien, effectivement est prospectif pour nous. Pourquoi? Parce que le Forum prospectif de l'Afrique de l'Ouest s'occupe ou s'intéresse aux grandes transformations économiques, sociales, politiques qui bousculent et qui transforment progressivement cette sous-région, et qu'on voit effectivement, vous savez comme moi, l'importance effectivement des dons et des transferts monétaires faits par les populations qui ne vivent plus dans leur pays, mais qui sont à l'étranger et qui peuvent parfois dépasser largement les montants de l'aide au développement donnés par les pays. Ça, c'est l'aide traditionnelle familiale. Et aujourd'hui, il y a un enrichissement, une évolution des comportements. Non pas qu'on n'envoie plus d'argent, on continue de le faire, mais on s'investit aussi autrement. Et ces nouvelles formes d'investissement nous ont semblé particulièrement intéressants. C'est pourquoi on a effectivement voulu vous faire écouter ces histoires qui ne sont pas que des histoires singulières et individuelles, mais qui traduisent une émergence et de nouveaux systèmes de coopération entre les populations. Je m'arrête de parler. Je pense que je vous ai expliqué un petit peu pourquoi nous avons Yaya avec nous et pourquoi nous allons recevoir Fatima Ta. Et je vais passer la parole à Yaya, qui va nous expliquer à la fois qui il est, ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Yaya, c'est à vous. Merci encore d'être avec nous. Et puis, donc, Yaya va s'exprimer 25 minutes, Satimata fera de même, et ensuite, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, etc. Vous pourrez interpeller nos deux participants dans la suite de leur présentation. Merci à toutes et à tous, et Yaya, c'est à vous. Yaya, est-ce que je mets votre petite vidéo maintenant? Oui, allez-y. Hein. Alors, je mets. Je suis Camara Yaya, j'ai 35 ans, je suis entre Paris et Bamako. Moi, j'assume parfaitement cette double culture. Le quartier où j'ai grandi en France, c'est le quartier Barbès, le quartier de la Gouda. C'est un quartier assez multiculturel. J'ai entrepris vers mon pays d'origine, qui est le Mali. J'ai décidé au Mali d'investir dans une boutique d'opticien visagiste, la maison du lunetier.
J'ai choisi l'optique parce qu'il y avait beaucoup de Maliens qui comptaient sur la diaspora en France pour refaire leurs verres ou pour acheter des montures de qualité. Et il y a pas mal de personnes qui nous ont expliqué les problèmes qu'ils rencontraient, que ce soit avec les verres ou que ce soit avec les montures. Notre société, la Maison du Lunetier, c'est une société qui a 2 magasins à Paris, un magasin au Tchad et qui a une boutique au Mali. Quand j'ai ouvert la boutique d'optique au Mali, j'essaie d'apporter une partie sociale. Donc moi, j'ai maintenu avec mon associé, il faut qu'on prenne des Maliens. Et je pense que si même nous, on fait venir des gens en se disant que les Maliens, ils peuvent pas avoir de compétences, on s'en sortira jamais. J'ai eu la bonne intuition de faire partie de l'association de l'Union des ambassadeurs franco-maliens. J'ai été accompagné sur pas mal de choses, sur l'installation. C'est eux qui m'ont mis en contact avec l'API, avec certains fournisseurs, de par leur réseau, fait de la publicité sur notre magasin. Mes parents ont très bien accueilli la nouvelle parce que pour eux c'était un espèce de retour ou de rendu. Moi j'entendais souvent ma mère dire que je puisse créer de l'emploi au Mali et investir dans mon pays d'origine et dans son pays à elle. Pour elle c'est une fierté. Tu peux pas savoir si t'es courageux tant que t'as pas eu peur. Donc moi je pense qu'il faut se lancer. Aujourd'hui il y a des associations au Mali comme Union des ambassadeurs. Moi, j'ai évité plein de pièges parce que ils m'ont fait éviter ces pièges-là. Pour entreprendre au Mali, moi je pense qu'il faut être patient, humble, tourner vers les autres. Sur une échelle de pourcentage, allez, il y a 20% ou 10% de côté négatif et 80% de côté positif. Et les opportunités qu'il y a aujourd'hui au Mali, elles n'existent pas ou plus en France. Et moi, je pense qu'il faut se lancer. C'est Yaya. Là, j'ai fait une pub. Non, mais là, si les gens viennent pas, là, ça va totalement choquer. La parole est à vous, Yaya. Il y a des problèmes de connexion. Là, moi, je vous entends bien. On vous voit, on vous entend, c'est parfait. Et vous êtes parfaitement clair, Vous parfaitement... m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, vous m'entendez? Moi, je vois Thierry Oui, c'est bon, et c'est bon, Laurie allez-y. Mais je sais pas si vous m'entendez tous. Ah, ok. Merci Laurie. Bonjour, comme Thierry m'a présenté avant la petite vidéo, je suis Mara. Je vais revenir sur mon parcours rapidement, expliquer qu'est-ce qui m'a donné envie de me tourner vers l'Afrique, mon continent d'origine, plus particulièrement le Mali. Moi, je suis d'une formation dans le médico-social. Je suis depuis quelques années euh, dans le monde associatif et dans le cadre de mes activités associatives, j'ai travaillé en direction de l'international par le biais de chantiers de solidarité internationale. On en a fait en Afrique subsaharienne, au Maghreb, en Amérique du Sud, en Asie. Et du coup, on en a. Moi, les chantiers qui m'ont passionné, c'était vraiment les chantiers envers l'Afrique subsaharienne et l'Amérique du Sud, parce que je trouvais que c'était un moment d'échange formidable et des moments de culturel, d'échange culturel passionnant
entre des Français et des Africains ou des Sud-Américains ou des Asiatiques qui étaient assez intéressants. Euh, j'ai fait pas mal de chantiers, plus particulièrement euh, euh, au Mali, en direction de plusieurs villages euh, euh, dans la région de Caille. Et j'en ai fait à peu près de 2008 jusqu'à 2012, quand le Mali est passé en zone orange, en zone de sécurité orange, après le coup d'État et les différents attaques terroristes qu'il y avait dans le nord du pays et proche de la capitale. Donc, suite à cette mise en orange du Mali par les pouvoirs publics français, on n'avait plus la possibilité de faire des chantiers de solidarité internationaux au Mali. Donc, j'ai continué de manière personnelle avec des amis à contribuer, à essayer de contribuer au développement du Mali. Et je voyais également mes parents, mes oncles, mes cousins, qui étaient de la première génération de migrants, envoyaient de l'argent au village pour que les cousins, les cousines puissent euh, développer des choses, ou pour qu'ils puissent manger, ou pour qu'ils puissent construire leur maison, afin de contribuer à leur tour au développement, plus particulièrement de leur village. Et moi, à chaque fois que je venais au Mali, je me disais, ah, bah, comment je peux faire pour m'investir encore plus au Mali pour permettre d'essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour le développement du pays, pour continuer le développement du pays, parce que le pays, c'est pas moi qui vais le développer, il est déjà développé, il est dit en émergence. Du coup, je me suis dit comment voilà, je pourrais essayer de m'investir plus au Mali. Et à partir du moment où j'ai eu cette idée, en même temps, j'avais pas mal d'amis, euh, des gens de ma famille qui savaient que un de mes meilleurs amis était opticien, il est toujours d'ailleurs. Euh, voilà, donc ils me donnaient leur monture, leurs lunettes en me disant, voilà, j'ai une ordonnance. Est-ce que tu peux me, me, me commander ces verres, cette monture qu'ils voyaient sur Internet ou ici, donc ils se plaignaient de la qualité qu'il y avait ici, la qualité des verres, la qualité des montures. Et il y en a qui disaient que c'était limite dangereux pour leur vue. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, bah, ça pouvait être intéressant de faire une étude de marché, une petite étude de marché sur euh, Bamako pour voir comment je peux ou pas ouvrir une petite boutique d'optique. Et en ayant sondé mon meilleur ami qui me dit, ah, c'est une bonne idée parce que lui, il connaît assez bien l'Afrique parce qu'il a ouvert avant une boutique au Tchad, à N'Djamena, pour proposer ce service-là. Et du coup, on a fait une étude de marché, on a demandé à des amis, j'ai fait un petit questionnaire en ligne pour demander est-ce que voilà, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant ou est-ce que c'est un marché auquel ça serait intéressant de s'y mettre et de proposer des produits de qualité. Ensuite, on est allé visiter les autres opticiens. Euh, je me suis présenté en disant voilà que j'étais intéressé à ouvrir un magasin d'optique et que ça serait bien. Je voulais juste voir un peu quels étaient les besoins, etc. Donc, quand j'ai fait ça, j'ai été assez surpris
parce que j'ai été assez mal reçu, dans le sens où on m'a dit, voilà, clairement, vous, les Français, vous pensez que vous connaissez tout mieux que nous, on n'a pas besoin que vous venez ouvrir des magasins ici, on n'a pas besoin de vos produits, on n'a pas besoin. Donc je pense qu'au-delà du fait que j'étais considéré comme uniquement français, c'était plus, il y avait la partie aussi concurrence qui ne souhaitaient pas trop voir. Et je leur ai dit, ben, moi, je vois que dans dans vos boutiques, il y a des marchés auxquels moi, je peux avoir accès que vous avez pas. On pourrait même collaborer ensemble. Et sur 5 que j'ai visités, il y en a 4 qui m'ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Et il y en a 2 ou 3 qui m'ont limite chassé de leur magasin. Il y en a un qui m'a dit que ça pouvait être intéressant qu'on collabore et qu'on échange. Et du coup, c'était intéressant parce qu'on a collaboré, échangé et on collabore toujours ensemble. J'ai également rencontré avant ça, j'ai rencontré les membres de l'union de l'association, l'union des ambassadeurs qui m'ont pas mal accompagné sur le fait de pouvoir m'installer au Mali, en tout cas installer mon business au Mali. Et cet accompagnement, il a été hyper intéressant parce que, comme je disais dans la vidéo, au-delà d'éviter tout ce qui est euh, pièges dans lesquels on peut tomber facilement, parce que quand je suis arrivé, il y en a qui m'ont dit, OK, tu veux faire un business, on va t'accompagner. Euh, voilà, donne-nous les sous, nous, on va gérer ça pour toi, ça. Au-delà de tomber dans des pièges comme ça qui pourraient être, qu'on peut voir, d'ailleurs pas qu'en Afrique, mais qui pourraient être liés à de l'escroquerie, j'ai eu un accompagnement vraiment intéressant qui était l'accompagnement social, l'accompagnement lié aux ressources humaines, parce que quand moi je suis arrivé, j'étais en train de m'implanter. J'ai mis à peu près 1 ou 2 ans, 1 ou 2 ans à me poser au Mali. Mais du coup j'ai mis 1 ou 2 ans à m'implanter au Mali. Mais du coup, avec on m'a dit, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, bah, de toute façon, dans l'optique, tu trouveras jamais de Maliens qualifiés. Il faut que tu ramènes des Marocains ou faut que tu ramènes, si tu trouves quelqu'un qui travaille en France qui serait intéressé pour venir travailler au Mali, il faut que c'est des Maliens qui m'ont dit ça, d'autres c'est des Européens, d'autres voilà, ils m'ont dit si tu trouves quelqu'un entre guillemets un blanc, c'est plus vendeur et c'est mieux. Donc moi ça m'a posé des questions, ça m'a posé pas mal de questions parce que à côté à Paris, je lutte contre les discriminations. Je suis très pro égalité des chances. Du coup, ça m'a interloqué que bah, des Maliens au Mali ou des étrangers au Mali me disent bah, si tu veux que ton business il marche, une limite, il ne faut pas prendre des Maliens. Ça m'a vraiment agacé et du coup, j'en ai fait pratiquement, je suis quelqu'un d'assez têtu, donc j'en ai fait pratiquement un pari en me disant que, et j'ai vu également des entrepreneurs au Mali qui sont entrepris et qui arrivent à bien s'en sortir avec des ressources humaines et des employés maliens. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire en sorte que aujourd'hui, eh ben, ça fonctionne. Et on m'a dit aussi, tu verras, il y a ça comme problème, il y a ça comme problème, il y a ça comme problème, tu vas devoir tout leur apprendre, etc. Et moi, depuis que je suis arrivé ici, je pense que j'ai beaucoup plus appris, reçu
euh, en savoir, en culture. On a pris une optométriste, Awa. D'ailleurs, si elle regarde la vidéo, c'est vraiment quelqu'un qui est top, une Malienne qui a vraiment de très belles compétences. Tous ceux qui viennent, qui passent au magasin et qui la rencontrent, que ce soit, même la dernière fois, on a eu un ophtalmo qui est venu de France, qui est assez reconnu dans ce qu'il fait, qui a dit qu'elle était vraiment, vraiment, vraiment top. Et du coup, qui nous apprend tous les jours. Moi, j'apprends du gardien, j'apprends celui qui est le vendeur, etc., sur plein de choses à faire, à ne pas faire au Mali. Et aujourd'hui, je suis catégorique dans mon discours. J'ai beaucoup plus appris que apporter euh, voilà, j'apporte une expérience, peut-être un autre style de management, peut-être d'autres compétences sur des techniques de vente que mon associé apporte. Euh, mais aujourd'hui, sur euh, On a manifestement un problème de bande passante. Alors, je ne sais pas si Yaya Je nous sais. entend. Non, il a été déconnecté, Ouais. il a perdu Internet. Il va donc m'être difficile de lui poser les questions. Hop. Dès qu'il revient, je le. Voilà, je vois pas mal de questions, effectivement. Ce que je retiens en l'état, effectivement, c'est que, et ce que nous, Blancs, nous anticipons pas forcément, c'est qu'effectivement, il y a la difficulté du retour qui est un voyage, et donc l'acceptation sur place n'est pas forcément simple. Il se trouve que nous avons échangé pas mal en amont avec Yaya et qui me disait aussi que ce n'était pas nécessairement toujours très simple du côté hexagonal et que cette démarche, effectivement... Ah, bah le voilà, de nouveau avec nous. On- excusez-moi, j'ai eu un problème Mais de connexion. c'est pas de votre faute, Yaya, c'est la faute des choses que nous ne maîtrisons pas, mais c'est pas grave, on vous attendait. Très bien, Voilà. Donc vous pouvez reprendre et ensuite vous verrez, il y a pas mal de questions sur le côté qui vous ont été soumises que je vous poserai, mais finissez tranquillement. très bien. Mais vous pouvez me dire où à quel moment ça a déconnecté? Parce que Alors, comme j'étais en train de parler. oui, ben vous étiez en train de parler et ça a coupé. Vous nous avez, ça a coupé au moment où vous avez commencé à détailler, après que vous ayez parlé de la personne et des compétences, effectivement, que vous trouviez sur place. Très bien, Et puis là, on vous a perdu. très bien. Vous tissiez les Donc, louanges de cette jeune femme et vous vous êtes envolé. très bien. Voilà. Et moi, je disais que bah, j'apprends énormément de mon gardien, que de la personne qui s'occupe des ventes, que des clients qui viennent. Là, je pense que le fait que quelques personnes prennent l'initiative de créer l'Union des ambassadeurs en 2019 avec l'Union des ambassadeurs, c'est plusieurs entrepreneurs et professionnels qui rencontraient des problèmes similaires au Mali. C'est des Euro-Africains qui rencontraient des problèmes similaires au Mali ou en Afrique.
qui se sont mis en association pour justement pouvoir y répondre de manière collective et que les personnes qui ont vécu des expériences plus ou moins douloureuses ou plus ou moins intéressantes puissent échanger avec des personnes qui viennent s'installer comme moi, où il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, ou d'autres personnes qui sont en train de s'installer actuellement au Mali. Après, il y a, au niveau de mon installation du business que je tiens d'optique, moi j'ai le côté optique qui est le côté vente business et à côté je développe aussi un côté moi je prends un jeune qui n'a pas forcément de formation d'optique mais parce qu'il faut prendre qui a le bac parce que pour être opticien il faut avoir pour continuer les études d'optique il faut continuer après le bac. Et du coup, je demande à l'optométriste de le former. On prend aussi une personne qui n'est pas forcément diplômée du bac, un jeune. La formation, elle dure à peu près 3 mois. C'est juste une formation d'observation pour que le jeune il puisse apprendre, connaître le métier et savoir s'il a envie de se lancer dans l'optique. Ben nous, on prend une partie des bénéfices pour l'accompagner dans ses études d'optique, pour le former ou pour le former parce que nous, on aura besoin de ressources humaines formées ou pour le former pour qu'il puisse aller travailler ailleurs. Il n'y a pas de, c'est pas parce que on travaille avec lui sur sa formation, pour qu'il soit diplômé, il n'y a pas de convention qui dit que bah, après son diplôme, s'il est formé, qu'il vienne travailler chez nous. Nous, on estime que si nous, le service qu'on apporte, il l'intéresse, il viendra travailler chez nous. Après, le deuxième volet, c'est que c'est par rapport, on a toujours besoin de personnes pour le montage de verres, pour tailler les verres, etc. Ça, pareil, on prend un jeune et c'est pas, on ne demande pas de diplôme ou de prérogatif obligatoire, mais voilà, on prend pendant quelques mois et on réfléchit à lui mettre quand même une petite bourse d'apprentissage pour qu'il puisse pendant 3 mois venir voilà, travailler, souhaiter savoir si ça l'intéresse, de travailler sur le montage de verre, de connaître le métier, etc., etc. Ensuite, le deuxième projet qui est lié au projet du magasin d'optique, on s'est donné 3 ans pour créer une fondation et on va se mettre, voilà, on va essayer de trouver quelques financements et des fonds propres pour justement équiper un camion d'optique, comme on peut en voir quelques-uns en France, qui irait dans les villages faire quelques contrôles et essayer de se mettre en partenariat avec la Fondation Essilor ou la Fondation Novacell pour avoir des dons de verre et de montures ou pour avoir des prix intéressants pour pouvoir équiper les enfants dans les écoles qui déjà le niveau scolaire au Mali dans les zones rurales est faible et à partir et partent déjà avec un petit handicap. Mais si les enfants ils ne voient pas ce qu'ils font, ce qui se passe au tableau, s'ils ne voient pas ce qu'ils lisent, eh ben, c'est encore un handicap en plus. Donc nous, on va d'essayer de contribuer à notre petite échelle pour que pour essayer de répondre à cette problématique. Voilà ce qui est lié au magasin d'optique. Je ne sais pas, Thierry, il me reste encore combien de temps? Il vous reste Euh, beaucoup de temps, mais écoutez, Yaya,
hop, ah oui, si moi mon micro est là. Vous avez déjà pas mal de questions car ce que vous racontez intéresse. Alors intéresse à la fois des gens qui entreprennent. Je vais vous les poser progressivement. Donc, une des premières questions auxquelles vous êtes en train de répondre, mais on va les regrouper, va concerner les questions de votre offre. Voilà, donc les échanges que nous avons eus m'ont fait comprendre que ce qui est distribué au Mali et les produits d'optique auxquels les Maliens accèdent normalement sont finalement chers pour une qualité basse. Et une des questions qui vous est posée, c'est comment vous faites pour avoir des prix compétitifs. Vous pouvez les noter si vous voulez ou y répondre, parce qu'il y en a d'autres derrière. Vous avez des questions qui sont liées à effectivement votre problématique d'insertion locale. Donc, qu'est-ce que vous a apporté le réseau? Quels sont, vous parlez dans votre vidéo notamment d'erreurs que vous auriez commises ben voilà, les gens sont intéressés par savoir aussi ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, une autre question liée à la spécificité de la démarche que vous êtes en train de décrire, avec à la fois une démarche commerciale, une démarche sociale, et puis un projet qui a l'air d'être en mouvement, c'est-à-dire que c'est un projet dynamique. Maintenant, vous passez du magasin à une vente et puis surtout un point itinérant. Voilà, donc trois questions. La première, votre offre, le low cost et comment vous faites pour être compétitif. Deuxièmement, comment éviter les erreurs et quelles sont les erreurs que vous avez pu commises et en quoi ce réseau vous a appuyé. Et puis, troisièmement, votre démarche, votre projet et comment votre projet se développe aujourd'hui. Très bien. Alors, nous, de l'étude de marché qu'on a faite, pour ceux qui nous ont ouvert les portes, pour ceux avec qui on a eu on a pu à peu près échanger au niveau des tarifications qui faisaient et des produits qui mettaient en vente. On a beaucoup de produits de verre de très mauvaise qualité. Il y a des verres de bonne qualité, hein, mais la majorité qu'il y a, c'est des verres de très mauvaise qualité avec aucune transparence sur le, d'où les produits ont été achetés ou acheminés euh, chez les revendeurs. Après, nous, on a décidé de juste de rester sur les prix euh, qu'on fait en France, qu'on peut trouver en France ou qu'on peut trouver un petit peu en Europe parce que les prix sont relativement les mêmes, en ajoutant juste le prix du transport. En ajoutant juste le prix du transport, on a du très haut de gamme parce que voilà, il y a une clientèle. En fait, il y a une clientèle, les personnes qui étaient plutôt aisées ou qui sont plutôt de la petite classe moyenne qui émerge, parce qu'il y a une petite classe moyenne qui est en train d'émerger au Mali, et il y en a d'autres qui sont pratiquement, on voit beaucoup de salariés qui sont dans le secteur formel, qui ont tout ce qui est assurance, ce qu'on appelle un petit peu mutuelle chez nous, ont la possibilité d'avoir la protection qui fait que ils peuvent bénéficier d'une monture avec des verres sur le marché malien. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais en tout cas, nous, au niveau de la compétitivité, on s'en sort les premières années, les deux, ça fait un an et demi, 2 ans, c'était compliqué parce qu'on venait de s'implanter et les personnes ne nous connaissaient pas forcément. Et avec l'aide du réseau, on a pu se faire connaître, avec l'aide des réseaux sociaux, des personnes qui sont venues pousser la porte, en général, qui nous recommandent assez souvent, ben ça, on s'est créé une clientèle assez intéressante. Après, c'est vrai que nous, nos produits sont relativement chers par rapport au marché,
mais ils sont dans des gammes de prix qui sont aussi intéressants par rapport à ce qu'on peut retrouver en France. Par exemple, on peut avoir une monture plus des verres de qualité à 100 euros et à 65 000 francs CFA ou à la moyenne. Après, il y a des verres qui sont à 40 000. Les premiers d'entrée de gamme, c'est 40 000 francs CFA. Après, ensuite, il y a, nous, ce qu'on fait, c'est aussi on a deux créateurs de montures qui vendent aussi qui nous donnent leurs lunettes, leurs montures qu'on met à vendre, mais comme ils viennent de commencer, ils utilisent le magasin de lunettes, on les vend gratuitement. On leur donne tout, on ne prend aucune marge sur eux. On essaye de les accompagner pour le lancement. Et une fois que ça sera lancé, on pourra travailler avec eux, voir comment on peut, sur quelle marge ils ont, ils peuvent exposer leurs lunettes pour pouvoir récupérer un peu de sous, mais une fois qu'ils seront lancés. Le deuxième, on ne travaille pas encore avec lui, c'est quelqu'un qui est dans la robotique, qui va qui va créer sa marque de lunettes avec des lunettes type intelligence artificielle, euh, que pareil, on mettra à la maison du lunetier à titre gratuit. Merci Yaya. Merci Yaya. Excusez-moi, 30 secondes. Non, non, mais il ne faut pas vous excuser, vous répondez aux questions qu'on vous pose, donc au contraire, il ne faut surtout pas vous excuser. Je vous en pose une seconde avant de passer à la clientèle au magasin. J'en profite pour saluer Fatimata que je vois avec nous à l'écran, qui nous a rejoint. Excusez-moi. Je vous en prie, Yaya, c'est normal, vous travaillez, nous on est assis tranquillement. Bonjour Fatimata. Il est normal que vous soyez de temps en temps occupé. Il y a une autre question donc, qui semble intéresser les gens, c'est dans votre démarche, effectivement. Comme vous vous présentez, vous êtes entre deux cultures, ou vous êtes partie intégrante de deux cultures, avec, quand nous avons discuté, nous, ensemble, le sentiment que de ce côté, dans l'Hexagone, c'est pas toujours simple pour vous. Vous me disiez, ben moi, mes amis qui réussissent ou les amis qui regardent et qui ont envie de faire des choses regardent partout sauf en France et regardent plutôt vers la Grande-Bretagne, etc. Donc, est-ce que vous pensez que votre expérience, qui est une réussite, un retour dans le pays d'origine de vos parents pour entreprendre, est-ce que c'est une expérience qui peut faire des petits, qui peut faire des enfants? Est-ce que ça donne envie à certains de vos amis qui ont, entre guillemets, cette double origine aussi en France, ou est-ce que vous êtes encore complètement singulier dans cette façon de faire? Après, moi, je pensais, quand je suis arrivé, je pensais faire partie d'une minorité de personnes qui se tournent vers l'Afrique. Et je pense que c'est au moment de ma rencontre et avec l'Union des ambassadeurs qui m'a fait réaliser qu'il y a, je crois qu'il y a entre 50 l'an dernier, il y avait 50 porteurs de projets qui étaient dans l'association. Je pense que là, on est entre 60 et 70 porteurs de projets, ce qui fait quand même, c'est pas une majorité, mais ce qui fait pas mal, à mon sens, de personnes qui s'intéressent à leur pays d'origine. Après, dans notre discussion, moi, je parlais également de beaucoup de personnes qui me parlent du plafond de verre, en disant que, en France, du fait de leur couleur de peau ou de leur ethnie ou de leur religion, ils estiment qu'il y a un plafond de verre. Et je pense que c'est pas qu'une estimation, parce qu'il y a quelques chercheurs qui en parlent de cette discrimination à l'emploi, cette discrimination à l'embauche ou à l'égalité des chances, et qui se disent peut-être que en entreprenant en Afrique, eh ben, je vais y avoir plus de chances ou au niveau de l'égalité,
des chances et de la méritocratie, on pourra euh, plus facilement monter quelque chose. J'ai pas mal d'amis et de connaissances qui sont partis à Londres, là où tout n'est pas rose. Je compare Londres et Paris, je ne vais pas comparer toutes les villes, mais sur une vingtaine d'amis qu'on est, il y a, on regarde les postes. Je crois que quand on regarde les postes et les postes, on va dire, pour moi, c'est pas parce qu'on a le plus haut poste qu'on est mieux dans sa vie, mais on va dire les postes les plus hauts sur, sur les 20. Je crois que le premier français, il arrive à 9 ou 10. On s'est amusé à comparer et c'est assez. La comparaison, elle est assez frappante dans le sens où ils estiment qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Les problèmes qu'ils rencontrent à, 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 à Londres ne sont pas les mêmes problèmes qu'ils rencontrent à Paris. Attendez, excusez-moi. C'est un séminaire tout à fait interactif, donc effectivement une question qui en amène une autre, parce que un sentiment manifestement assez partagé effectivement en France par des gens qui ne sont pas masculins et blancs, on va dire les choses de manière très, très large, et il est difficile de s'insérer. Sentiment qui était partagé aussi, c'est que a priori l'espace anglo-saxon, alors tout ça est-il vrai ou pas? Il faudrait qu'on ait des statistiques pour en attester. C'est quand même une des grandes questions, mais avec effectivement une attirance très forte pour le monde anglo-saxon où d'apparence, il est plus facile d'arriver parce que les organisations sociales sont plus communautaires. Mais est-ce que du coup, je rebondis sur ce que me dit Yaya, est-ce que finalement, c'est pas Bamako et Dakar, et puis que sais-je, Cotonou, qui sont en train de devenir la nouvelle Londres, quoi, est-ce que c'est pas effectivement pour des jeunes comme vous, ces villes qui sont les capitales des pays d'origine de vos parents, avec donc une forme d'enracinement, est-ce que c'est pas là, vous le dites, vous l'exprimez dans votre vidéo, que vous allez trouver des opportunités qui n'existent plus en France, comme vous le signalez? Euh, Est-ce que c'est pour ça, est-ce que votre démarche, est-ce que vous voyez pas plus de jeunes maintenant, au lieu de regarder Londres et la City, regardez plutôt Bamako, Abidjan, Dakar, etc., comme des lieux d'investissement futurs? Vous dites qu'il y a beaucoup de projets. Moi, je, moi, je suis convaincu. D'ailleurs, je suis en train d'ouvrir un autre business à Bamako qui est dans la coiffure pour hommes. Je suis en train d'ouvrir un salon de coiffure pour hommes. J'ai pratiquement fini. Donc, je pense que aujourd'hui, après, euh, je pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Voilà, je pense qu'il y en a qui viennent pour le business et uniquement pour le business. Et je respecte ça, j'ai aucun Mhm. souci. Et il y en a qui ont un côté un peu plus et beaucoup plus social, qui ont un côté beaucoup plus social que le business. Ça veut dire qu'ils essayent de faire avancer. Moi, je pense que c'est pas parce qu'on crée de l'emploi, c'est pas uniquement parce qu'on crée de l'emploi qu'on fait sa partie sociale. Après, ça n'engage que moi, ça peut Mhm. être débattu, il n'y a aucun souci. Mais je pense réellement qu'aujourd'hui, l'émergence, il y en a beaucoup qui disent oui, l'avenir est en Afrique, ce très grand discours. Moi, je sais pas, je pense que l'avenir, il est là où plusieurs personnes auront un but commun, c'est-à-dire de travailler sur le développement et d'avancer ensemble, pourra se faire. En l'occurrence, Dakar, Bamako, Conakry, il y a plein de choses à faire. Même si, en comparaison, Dakar et Bamako, je pense, après Fatimata connaît mieux Dakar que moi, mais qu'on n'est pas encore sur les mêmes niveaux de développement ou même au niveau de l'entrepreneuriat, on n'est pas sur les mêmes niveaux. Merci Yaya. Une dernière question avant justement qu'on passe la parole à Fatimata. Donc vous dites que vous avez été aidé. Est-ce que que ça vous a permis d'éviter un certain nombre d'écueils ou d'erreurs?
Est-ce que vous pouvez nous donner 2 erreurs à ne pas commettre, même si c'est un peu simpliste comme question, je m'en excuse, et puis nous expliquer en quoi ces structures vous apportent une meilleure compréhension du contexte ou autre chose qui vous appuie? Par exemple, une erreur que j'ai failli faire mais que j'ai pas faite, c'est quand on arrive à dans un pays, que ce soit à Bamako, que ce soit à Londres ou à New York, pour ouvrir ou même à Paris, pour ouvrir un business, on arrive avec des économies ou un crédit ou avec des sommes, tout est relatif hein, quand on dit conséquentes, avec des sommes qui pourraient intéresser quelques escrocs ou quelques personnes mal intentionnées. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai rencontré des gens qui étaient pas très bien intentionnés. Depuis France, j'avais parlé avec certaines personnes qui m'ont dit, voilà, tu pourrais t'appuyer sur nous, tu pourrais, pour les travaux, on s'en occupe, pour si on s'en occupe, pour nous envoyer l'argent, etc., etc., etc. Et du coup, c'est vrai que j'aurais pu tomber sur. Je sais que la personne était. J'ai su que la personne était mal intentionnée parce que la personne avait fait ce coup-là à un autre franco-malien. Le groupe de personnes avait fait ce coup-là à un autre franco-malien. Et du coup, en m'appuyant sur l'Union des ambassadeurs, qui, eux, ont des contacts, et même les contacts des contacts dans le réseau, a pu travailler, par exemple, avec cette personne-là qui s'est occupée des travaux, ou cette personne-là qui s'est occupée de l'enseigne, ou que cette personne-là, des personnes qui sont plutôt bien intentionnées. Je pense que ça évite de faire, de donner, parce qu'on est des, j'ai envie de dire que aujourd'hui, quand on vient monter un business ou quand on monte un business, on peut être des proies faciles parce que malgré que je suis malien, je suis malien franco, je venais peut-être 2, 3 fois par an au Mali, que ce soit en vacances ou que ce soit voir de la famille ou que ce soit voir mon père parce qu'il était là. J'étais avec mes cousins, j'étais euh, rentré dans le monde du business, c'est pas la même chose. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Ça veut dire que moi, je suis arrivé dans un. Des fois, notre manière de nous comporter, elle peut être, par exemple, moi, quand je suis arrivé, à force d'écouter des discours qui sont, pour moi, stigmatisants et juste des étiquettes, parce que il y a des choses qui existent dans d'autres pays et je n'entends pas forcément ce discours. Moi, je suis arrivé d'une manière où j'étais méfiant. Et je pense que quand on est méfiant face à l'autre, ben, l'autre, à un moment, il le ressent. Parce que, par exemple, pour des trucs tout bêtes, laisser le magasin ouvert, je ne suis pas dedans. Quand tu travailles avec quelqu'un, à chaque fois que tu sors, limite pour aller acheter une bouteille d'eau, tu lui dis, ben, tu sors, je ferme. Voilà, ça peut porter à la personne, elle peut se sentir comme de l'irrespect, comme de la méfiance pas forcément fondée. Et du coup, je pense que ça aussi, c'est une erreur que j'ai faite. Je dis pas qu'il faut faire confiance à 200%. Et je dis qu'il faut faire attention aux préjugés et que les préjugés peuvent construire une certaine construction qui va faire de nous qu'on se méfie pour rien des personnes sur place. Or que quand je suis à Paris, dans mes affaires, je ne ferme pas forcément pour aller acheter une canette ou une bouteille d'eau. Voilà. Et après, pour l'accompagnement de l'Union des ambassadeurs, c'est un accompagnement pour moi assez complet parce que moi, j'avais besoin d'un accompagnement dans le business, j'avais besoin d'un accompagnement qui puisse, on peut dire, un accompagnement social parce que moi, j'avais ma famille, encore une fois. Quand je venais en vacances, eh ben, ma famille, ils étaient aux petits soins, j'étais limite, entre guillemets, un prince à Bamako. Mais quand on vient un business, on vient pour un business et on vient souvent, eh ben, on a besoin de. Maintenant, ma famille me dit, t'es limite un habitant d'ici, eh ben, tu contribues à la vie de la maison, tu contribues, ce qui est normal. Et du coup, des fois, on peut se dire, ah ouais, la famille, ils ont changé. Mais le fait que d'avoir assisté à des temps
d'accompagnement, de l'UDA, des temps de… Moi, j'ai assisté à des webinaires sur le coaching. Il y a des gens au Mali comme c'est le propriétaire de la boutique Apple ou celui qui a créé Kingi. C'est un gros truc sur les réseaux sociaux ou un Zoom malien, un espèce de Zoom malien ou Teams, en tout cas un truc pour qu'on puisse faire des réunions. Ben, eux, c'est des gens qui sont venus, qui m'ont accompagné, et pas, ils m'ont pas accompagné financièrement, ils m'ont présenté des gens qui ont pu m'accompagner ou me mettre en relation avec d'autres gens. Ils ont pu me dire attention à chaque fois. Au début, à chaque fois que je faisais un truc, je les appelais, j'en appelais un, je disais voilà, un tel il m'a proposé ça, est-ce que je peux faire? Voilà, c'est qui, renseigne-toi, comment, pourquoi, etc., etc. Et c'est vrai que ça rassure et ça pose, ça te tranquillise dans le fait que tu ouvres ton business et qu'il y a d'autres business qui ont fonctionné. Et l'historique des gens, par exemple, quand les gens ils ont vu voilà, que le magasin pouvait fonctionner et que ça fait 2 ans qu'il fonctionne. Moi, on m'a donné 1 an et on m'a dit tu vas faire 1 an et tu vas partir. Mais là, ça fait 2 ans et demi qu'on fonctionne et que ça marche. En tout cas, moi, je suis satisfait. On ne roule pas sur les millions, mais je suis satisfait de comment ça fonctionne. Et ben, et qu'on tient et que j'ouvre une autre boutique, ben, ça donne envie à d'autres franco-maliens ou d'autres euros africains ou afropéens de venir se dire, eh ben, il y a quelque chose à faire là-bas. Et il y a des gens fort potentiels qui se disent, les ripates, il y a de tout. Il y a des gens à fort potentiel, il y a des gens intellectuels, il y a des gens à fort potentiel pratique, des mécaniciens, des plombiers qui me posent des questions. Est-ce que tu penses que moi aussi je peux ouvrir un business? Est-ce que tu penses que… Mais moi, je pense que tout le monde peut ouvrir un business, mais il faut arrêter de croire que le Mali, c'est une hutte en plein milieu de désert et qu'on va venir avec 2 000 € et qu'on va acheter tout le pays et qu'on va… Voilà, c'est vraiment un peu plus complexe que ça. Voilà, Merci beaucoup, Yaya, pour ce témoignage. On va rester sur cette de note rien. optimiste qui est finalement, on me donnait 1 an et puis je suis là depuis 2 ans, puis ça marche. Et puis, effectivement, sur pas vos avertissements, mais il y a du potentiel, il y a beaucoup de choses à faire. Vous suscitez éventuellement des vocations, mais il faut entreprendre et c'est pas une démarche facile, pas plus au Mali qu'ailleurs. Donc, merci. Il y aura peut-être des questions qui vous seront adressées à tous les deux. Il y en a une que je ne vous ai pas posée, mais manifestement, je pense que c'est madame, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur Dominique Serran qui vous demande si vous avez des contacts avec Ophtalmo Sans Frontières. Donc, gardez ça pour vous. En attendant, je suis ravi d'accueillir, et à tout à l'heure éventuellement pour cette conclusion, je suis ravi d'accueillir Fatimata. Alors, Fatimata, votre micro n'est pas connecté. Donc, il faut que vous connectiez votre micro, car sinon, on ne va pas vous entendre. Allez-y. Bonjour. Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Je vous présente très rapidement, puis je vais vous laisser faire. Donc, de la même manière que Yaya est entrepreneur, on va dire que Fatimata est une serial entrepreneuse. Mais si j'ai bien compris, avec une démarche qui a été un petit peu différente, parce que vous avez commencé à faire des produits en France et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait de la clientèle avant de partir en Afrique. Et par ailleurs, donc j'ai cru comprendre que vous étiez investi socialement, politiquement. Donc, merci de nous consacrer quand même un petit peu de temps parce qu'il a l'air compté. Et maintenant, je vous passe la parole. Donc, vous nous expliquez ce que vous faites, comment ça vous est venu, et puis les joies que ça vous procure, les difficultés que vous rencontrez, et puis ce que vous voulez. Et puis, je pense que les gens vous poseront des questions que je vous poserai. Elles s'affichent à côté. Donc, je les note. En attendant, c'est à vous, je me tais. D'accord. En tout cas, merci pour cette invitation. Je vous dis bonjour déjà dans un premier temps. Bonjour Yaya. J'espère que tout va bien au Mali. J'ai déjà voyagé au Mali en 2016, je crois. C'était pour la journée internationale de la femme. Donc, on m'avait remis un prix d'ailleurs avec la première dame du Mali. Donc, que j'adore vraiment. C'est une femme superbe.
Donc, j'avais vraiment apprécié le Mali. Il fait chaud, par contre. Il fait très chaud. Au mois de mars, il fait chaud au Mali. Donc, voilà. Et j'ai ma fille aussi qui est moitié malienne, moitié sénégalaise. Donc, c'est un pays de cœur, en fait. Donc, je vous salue, les Maliens. Super. Ouais. Et Thierry, merci pour l'invitation. Honorée d'être là sur ce panel avec Yaya. Bravo pour son entreprise au Mali au niveau de l'optique, parce que je pense qu'il y a vraiment une demande dans ce secteur, aussi bien au Mali qu'au Sénégal. Donc, bravo encore pour cette initiative. Et donc maintenant, je me présente. Donc, je suis la fondatrice de Black Spoon. Donc, Black Spoon, c'est le premier food truck africain en France qui a été créé en 2013. Donc, le food truck, donc c'est un jargon un peu américain, mais c'est un camion-restaurant qui se balade au gré des manifestations. Donc, on était basé essentiellement sur la Défense, parce que c'est le premier emplacement qu'on a eu à la Défense, après avoir fait plus d'une centaine de courriers dans toutes les villes de la région parisienne. Donc, on a obtenu une seule réponse de la mairie de Courbevoie. Et c'est comme ça qu'on a eu l'emplacement à la Défense. Après, quelques années après, j'ai travaillé avec le privé, donc de facto, donc société privée qui s'occupe du quartier de la Défense. Et c'est comme ça qu'on a pu installer le food truck sur le parvis de la Défense et de tourner sur différents sites de la Défense, notamment sur la tour EDF, la tour Société Générale, pardon, etc. On a un peu tourné. Donc, c'est une aventure vraiment extraordinaire. Moi, je garde vraiment un bon souvenir du food truck parce que au départ, en fait, je voulais créer un restaurant. Donc, quand j'ai commencé mon étude de marché, voilà, à l'AFPA, pendant 3 mois, j'étais partie sur une idée bien précise. Et en fin de compte, j'ai transformé mon idée parce qu'en faisant cette étude de marché, justement, je me suis aperçue qu'il y avait un nouveau marché qui arrivait en France. C'était l'arrivée des food trucks, notamment avec une personne qui s'était lancée dans le food truck, qui s'appelait le Camion qui fume. Donc, une Américaine qui venait en France et qui faisait des burgers américains et elle cartonnait. Et donc, j'ai vu arriver la tendance des food trucks et je me suis dit, mais pourquoi pas surfer sur cette tendance, en fait. C'est un concept qui me plaît, qui est jeune, dynamique. On va vers le client, on se déplace. C'est quelque chose qui colle avec mon tempérament. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas commencer déjà avec le food truck, ça me permettra de tester le marché. Et puis après, si ça marche plus tard, j'ouvrirai un restaurant. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'aventure du food truck Black Spoon. Donc, j'ai mûri le projet pendant 1 année au moins parce que j'ai fait 3 mois d'études de marché. Ensuite, j'ai travaillé avec un cabinet de communication qui m'a accompagnée pour justement trouver le nom, la marque, le logo, l'identité visuelle, les déclinaisons sur le camion, sur les sacs, sur le packaging, sur vraiment tout, les menus, les flyers, vraiment toute la partie, enfin les tenues de travail, etc. Donc, on a vraiment décliné le concept dans sa globalité. Et au bout d'1 an, j'ai commencé à prospecter les banques parce que voilà, le projet théorique était ficelé. Donc, j'ai prospecté les banques pour aller chercher les fonds. Donc, à l'époque, j'avais besoin de 80 000 euros. Donc, j'ai été voir différentes banques. Bon, c'était un peu difficile avec les banques parce que j'avais pas, on va dire, un dossier rassurant. Et j'étais mère célibataire avec 2 enfants. Et du coup, j'étais pas propriétaire, donc ça les rassurait pas trop. Et en plus de ça, donc ça veut dire que j'avais pas de garantie derrière. Et en plus de ça, le marché ethnique, on va dire, le marché de la restauration rapide africaine, ils n'avaient pas d'historique, ils n'avaient pas de retour par rapport à ça. Et ils m'ont dit, mais est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? Parce que est-ce que c'est un marché porteur? Est-ce que les gens connaissent la nourriture africaine?
bon, voilà, ils étaient vraiment hésitants par rapport à ça. Et donc, j'ai dû les convaincre. Et c'est au bout de la 10e banque que le directeur de la banque, du CIC, m'a regardé en me disant, mais vraiment, voilà, vous vendez bien votre affaire, vous maîtrisez le sujet, vous êtes impliqué, vous avez mis vos économies dedans, voilà, et je vois que vous avez de la niaque, et je sens que, voilà, je peux vous faire confiance. Donc, il m'a dit, voilà, moi, j'y go avec vous, on y va ensemble, et j'espère que vous n'allez pas me décevoir. Et je lui ai promis, je lui ai dit, Monsieur Mestre, il s'appelait. Monsieur Mestre, je vous le promets, vous n'allez pas le regretter. Je paierai mon crédit jusqu'au bout, jusqu'au dernier centime. Vous pouvez me faire confiance. Il m'a dit, OK, on est parti. Donc, c'est comme ça que j'ai pu obtenir mon prêt, couplé à un prêt taux zéro avec France Initiative, parce que c'est des structures d'accompagnement qui vous accompagnent sur des taux à 0%, mais couplés d'un prêt bancaire. Donc, c'est comme ça que ça a été fait. Donc, eux, ils m'ont financé à peu près 30 000 euros. Donc, ça, c'est l'apport avec mon apport personnel, etc. Et 55 000 euros, c'était le coût du camion. Donc, la banque a financé le camion en sa totalité. Donc, de là, j'ai obtenu le prêt au mois de septembre et j'ai pu démarrer l'activité dès fin novembre, en fait. Et voilà, c'était un succès parce que 6 mois avant, donc on était sur les réseaux sociaux, on a embarqué un peu les gens en leur disant voilà, ça arrive, voilà les étapes de l'avancement du projet. Donc, ils nous ont suivis jour par jour, mois par mois. Ils ont suivi l'évolution vraiment de la mise en place de ce food truck, l'achat du camion, le covering, la décoration, tout ça. Ils ont vraiment suivi toutes les étapes. Et à la fin, on a organisé en fait un rassemblement, un événement pour dire voilà, c'est l'ouverture, l'inauguration. Donc, venez nous rejoindre, venez faire la fête avec nous. On lance le premier food truck africain en France. Donc, voilà, donc c'était un succès fou. On a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On a eu plein de journalistes. Ils sont venus nous voir de partout. On était inondés. Je me rappelle, ça m'avait surpris parce que ma page Facebook, j'étais peut-être à 200 likes au moment où j'avais créé cette page. Et d'un seul coup, j'étais à plus de 5000 likes en une journée. Je me disais, mais c'est quoi tout cet engouement? C'est la folie. Donc voilà, et les gens venaient pour voir ce fameux food truck. C'est quoi ce food truck? Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'on y mange? Et c'est vrai qu'à l'époque, ce qui les a surpris, c'était vraiment vraiment le projet abouti avec vraiment toute la décoration, tout le packaging, toute la communication, le site internet, vraiment tout était bien fait comme si c'était une grande enseigne comme Cogent ou une autre marque. Donc ça, c'était un peu surprenant sur la partie ethnique parce que c'était très rare de voir un concept abouti dans la gastronomie africaine comme ça. Donc voilà, après on a poursuivi en fait. Me voilà, j'ai l'impression seul. Je pense qu'on a perdu Oui, j'ai une rupture de faisceau. Excusez-nous, hein, c'est les inconvénients du direct. Nous sommes sur 3 pays avec quelques petites difficultés techniques aujourd'hui. Il devrait arriver, elle est là. Oui, parce que... Ouais. Revoilà Fatimata que nous avions... De retour. Oui, on vous avait perdu. Vous étiez encore en France à nous parler du début du succès de Black Spoon. C'est ça. Et donc, exactement. Je me demande quand c'est qu'on va arriver de l'autre côté. Tout à fait. Donc, comment on se retrouve à Mermoz? On vous écoute, Fatima. Donc, du coup, après ce buzz, en fait, sur les réseaux sociaux, on a eu, grâce à ça, des gros marchés. On a eu vraiment
des beaux projets. On a travaillé avec Disneyland, Paris, pour 500 couverts. Ils nous ont appelés pour voilà, leur fête de fin d'année avec leurs collaborateurs. Ils nous ont commandé 500 repas. On a travaillé avec la Foire de Paris. On a travaillé sur les festivals Solidays, Rock en scène, etc. On a travaillé voilà, avec des grandes marques, des grandes chaînes comme Energy, Music, France Télévisions. Voilà, on a eu des médias avec des gens comme TF1, M6. Vraiment, c'était une belle aventure. On allait un peu partout. On était à Paris, région parisienne. On a fait Lyon, on a fait Lille. On a été jusqu'en Belgique pour un gros festival des food trucks qui a lieu tous les ans. Vraiment, c'était une très belle aventure et vraiment, je suis vraiment nostalgique de cette époque. Et ensuite, à partir de 2015, j'ai fait ma double nationalité sénégalaise. Donc, à la base, je suis française. Donc, je suis née en France, j'ai grandi en France. Et en 2015, j'ai fait ma nationalité sénégalaise parce que je voyais un peu le potentiel en fait en Afrique, au Sénégal. Je participais à des réunions au MEDEF, etc. Et je voyais vraiment qu'ils étaient vraiment focus sur l'Afrique et qu'il y avait un potentiel énorme sur différents secteurs. Et je suis allée prospecter. À l'époque, c'était la construction du nouvel aéroport à Dakar. Voilà, parce que l'aéroport actuel, il est à Yoff. Mais là, maintenant, il est à Diamniadio, donc près de Thiès. Et donc, il était en construction et je me disais, j'espère que dans ce restaurant, quand même, on aura un restaurant africain parce que quand même, quand les touristes y viennent, la première chose, c'est le contact du pays, c'est la nourriture en fait. Et donc, du coup, j'ai prospecté en me disant, bah, pourquoi pas proposer un Black Spoon dans ce nouvel aéroport. J'ai prospecté, j'ai réussi à avoir le contact, j'ai réussi à avoir un emplacement, j'ai commencé à faire un dossier financier avec la banque, etc. Mais à la fin, on a abandonné les négociations parce que l'emplacement était excessivement cher. On était au-dessus de la norme, donc clairement, on a abandonné. Et donc, j'ai pas perdu espoir parce que je me suis dit, ben, ma cible, c'est quand même les aéroports, les centres commerciaux, les gares. Donc, je vais quand même continuer. Il y a d'autres projets au Sénégal. Donc, je me suis rapprochée de la famille Mullier, Auchan. On a commencé à discuter ensemble sur des projets potentiels. Et c'est là où, en fait, on m'a appelé pour le projet de Auchan Mermoz, donc l'hypermarché. C'est le premier hypermarché du Sénégal. Et on m'a dit, voilà, nous, ce qu'on aimerait, c'est africaniser un peu la marque. Donc, Auchan, c'est français, mais 100% de nos clients, enfin 90% ou 95% de nos clients sont sénégalais. Donc, on veut satisfaire quand même les Sénégalais et on veut leur proposer de la nourriture sénégalaise. Et clairement, la marque Black Spoon pourrait très bien rentrer dans le cadre de ce projet. Donc, j'ai accepté avec fierté ce projet. J'ai travaillé dessus pendant donc de avril 2019 et on a ouvert en novembre 2019. Donc, je les ai accompagnés tout au long des travaux de cet hypermarché. On avait des réunions de chantier toutes les semaines. On regardait l'avancement un peu des projets. Je les ai aidés aussi à choisir les mobiliers, voilà, on a travaillé sur les plans, sur la disposition, sur le matériel à mettre en place, etc. Et ensuite, on a ouvert en novembre. C'était un grand succès aussi. Pendant 3 mois, voilà, on avait des clients qui venaient de partout. On était un peu débordés. On avait des commandes dans tous les sens. Et après, 3 mois après, il y a le Covid. Ah, donc voilà, donc du coup, baisse totale, fermeture. On a dû fermer le restaurant, on ne pouvait plus recevoir du public. Donc du coup, on a dû voilà, se réadapter un peu et trouver d'autres moyens d'atteindre le client. Donc heureusement qu'un mois avant que ça arrive, on avait commencé déjà la livraison à domicile avec une plateforme un peu comme Uber Eats.
Et ça avait bien marché. Donc, du coup, on a persévéré dans ce sens et on s'est dit, bah voilà, maintenant, il faut axer vraiment sur le digital. Et puisque les clients ne peuvent pas venir, donc il faut aller vers le client. Donc, on a commencé à livrer les clients et ça allait mieux. Bon, ça nous a aidé à tenir pendant la crise. C'était pas non plus comme les débuts, mais au moins, voilà, ça nous a permis de nous maintenir. Et pendant ce temps-là, bah, j'étais encore en prospection. Donc, j'ai continué prospection. J'étais en relation avec la nouvelle gare de Dakar, le TER. Donc, c'est un projet qui va voir le jour normalement, si tout se passe bien, d'ici la fin de l'année. Voilà, il y a toujours des aléas quand c'est des projets voilà, gouvernementaux et voilà, un peu sensibles. Donc, du coup, j'ai prospecté, j'ai répondu à un appel d'offres. On m'a choisi justement parce que voilà, Black Spoon faisait un peu la différence par rapport à d'autres restaurants parce qu'il n'y a pas vraiment en fait de restaurant comme Black Spoon qui veut se développer dans la franchise et qui veut créer une marque qu'on pourra franchiser localement, nationalement, internationalement. Donc ça, il n'y en a pas beaucoup. J'ai vu une enseigne qui fait ça ici. Donc, ils en sont à leur 2e ou 3e restaurant. Donc, à part ça, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'avait surpris, c'est quand on a commencé la livraison à domicile sur la plateforme Jumia, il n'y avait pas de restaurant africain identifié dans le panel des restaurants sur cette plateforme. On avait toutes les cuisines du monde, sauf la cuisine africaine. Donc, quand les gens commandaient, il n'y avait que du Black Spoon. J'étais vraiment surprise. Je me dis, mais comment c'est possible en fait? On est au Sénégal, les gens mangent dehors du tiep tous les jours à midi. Et dans votre plateforme, ils ne pensent pas à commander de la nourriture africaine. Pour moi, c'était du non-sens, en fait. Je ne comprenais pas. Mais voilà, pourtant, il y avait des gens qui le demandaient. Et tout de suite, quand on s'est inscrit, eh ben, on a eu des commandes parce que les gens en demandaient, en fait. Mais ils ne pensaient pas qu'il y avait une demande par rapport à ça. Donc, le marché, il est un peu particulier quand même par rapport en Europe ou à Paris, on voit des enseignes comme Uber Eats ou comme Deliveroo qui cartonnent. 100% des commandes se font en livraison en fait en ce moment. Donc, on va dire depuis 1 an. Mais ici, c'est pas pareil. Les gens aiment se déplacer, aller dans un endroit pour commander. C'est pas une habitude de commander de la livraison. Et même sur la plateforme de Jumia, c'est vraiment les expats qui utilisent plus cette plateforme que les locaux. Mais Fatimata, je voulais justement vous poser cette question parce que vous vous installez dans une enseigne Auchan, mais alors de ma connaissance, qui est évidemment pas comme la vôtre, hein, mais moi, quand je suis, que ce soit au Sénégal, au Mali ou ailleurs, en Afrique centrale, où je vois des supermarchés s'installer, effectivement, alors déjà, je regarde les prix et je me dis qu'effectivement, ils ne s'adressent pas aux gens qui n'ont pas de moyens, mais plutôt aux catégories sociales supérieures. Donc, il y a une différence. Et effectivement, jusqu'à il y a 5 ans, on va dire que ce soit les casinos, pour ne pas les nommer, ou les autres, ils avaient une offre alors pour Auchan, on ne va pas les nommer non plus, mais on trouvait des produits Belle France, quoi. Donc, on arrive dans ce monde, quand on est comme moi, blanc, et qu'on est en train de travailler et qu'on regarde ça, mais on se dit, mais c'est quoi ces histoires de bouteilles de champagne à 300 €? Qui c'est qui va acheter ça? Et effectivement, je ne comprenais pas quel était le modèle économique du supermarché. Donc, vous confirmez que vous vous adressez quand même à une clientèle qui n'est pas la clientèle informelle, qui n'est pas… C'est exactement ça, Thierry. Moi, ma clientèle, vraiment, c'est, on va dire, une clientèle moyenne. Voilà, de classe moyenne, CSP+, des gens qui ont quand même les moyens, parce que c'est vrai que c'est très facile de manger de la nourriture africaine dehors, on va dire, en street food, parce que il y a plein de maquis, il y a plein de gargotes
où on propose de la nourriture. Moi, là où je propose un plat à 3 000 francs, 3 500 francs, et ben, la Gargote, elle le propose à 800 francs, 1000 francs maximum. Donc, du coup, c'est incomparable. Mais maintenant, c'est une question de positionnement. Il y a des clients qui ne vont jamais, qui n'iront jamais manger dans une Gargote. Donc, ils ont besoin d'avoir des lieux comme nous pour venir manger. Voilà, dans un confort spécifique, par rapport à une sécurité aussi alimentaire. Donc voilà, et c'est des gens qui font très attention à ce qu'ils mangent, donc c'est un peu normal. Et après, d'autres, voilà, où ils n'ont pas… Et je voulais justement vous poser une question aussi, Fatimata, là-dessus, parce que bon, les signaux qu'on perçoit quand on regarde effectivement les comportements alimentaires, notamment en Afrique de l'Ouest, ou notamment au Sénégal, où il y a pas mal d'utilisation de bouillon, etc., et des problèmes de santé qui relèvent de l'hypertension, etc. Donc on sait que c'est des choses qui sont salées. On voit de plus en plus les mères de famille informées discuter des questions sanitaires. Donc, est-ce que votre offre, justement, est attractive parce que vous avez cet aspect sécurité alimentaire, sécurité sanitaire? Est-ce que c'est le goût uniquement ou qu'est-ce qui fait que les gens vous choisissent, si vous aviez quelques critères à nous citer? Alors, justement, c'est ça. En fait, nous, déjà, avant même que je commence, en fait, Black Spoon au Sénégal, j'avais une chronique culinaire à la radio où on faisait un peu de la sensibilisation pour dire aux gens, voilà, comment il faut mieux manger. Pourquoi manger comme ça? Parce que derrière, c'est la santé. Donc, on faisait beaucoup d'informations par rapport à ça. Et quand j'ai ouvert Black Spoon, ça a continué à aller dans ce sens. Par exemple, ici, ils boivent des jus, à base de bissap que je bois, mais extrêmement sucrés. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de calibrage, en fait. Ils font ça un peu au feeling, alors qu'à la méthodologie française, tout est grammé, tout est pesé, on fait attention, calories, etc. Ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est, voilà, on met, tant que c'est bien sucré ou bien salé, c'est bon. Mais ça fait que derrière, il y a plein de gens qui ont des maladies, ils ont des problèmes de diabète, des problèmes d'hypertension, des problèmes de cholestérol. Voilà, donc du coup, il faut vraiment travailler dans ce sens pour les sensibiliser et leur apprendre à mieux manger pour avoir une meilleure santé. Donc, on est plutôt dans cette tendance, en fait, avec le concept de Black Spoon, African Food. Et voilà, et nos clients sont très sensibles à ça parce qu'on fait la différence par rapport à ça. Merci beaucoup. Je vois, alors je ne sais pas si vous regardez parallèlement, vous voyez, on a un écran dans lequel les gens chatent, et donc une remarque de Madame Christine Traoré, qu'on salue, qui dit qu'effectivement, souvent en Afrique, les restaurants peuvent avoir leur livreur, donc qui ne passent pas nécessairement par des plateformes d'intermédiation. Il est vrai que je connais des restos à Dakar qui livrent, voilà, mais ça passe en direct. Et une question de Monsieur Philippe Steck qui nous interpelle, effectivement, et qui nous dit qu'en Afrique, les nouvelles startups sont majoritairement dirigées par des femmes, et qui vous demande à Yaya, mais surtout à vous, Fatimata, à votre avis, pourquoi? Alors moi, je ne vais pas répondre à votre place, mais je vous laisse faire. Oui, effectivement. En fait, pour dire vrai, au Sénégal, il y a un vrai écosystème entrepreneurial. Je pense qu'ils sont même entrepreneurs de naissance parce qu'ils entreprennent ils font tous du business, que ça soit à la maison, ils vendent des glaces, que ça soit, on vend des vêtements, voilà, on vend des bijoux, on vend des parfums. Les femmes, surtout les femmes, elles sont très actives à ce niveau-là. Elles ont toujours besoin de se faire un peu d'argent. Donc, ils ont trouvé ce biais pour se faire un peu de sous. Mais même les jeunes que j'ai pu fréquenter, voilà, ils sont très créatifs, ils ont vraiment une bonne fibre entrepreneuriale, ils veulent entreprendre, ils ne veulent pas travailler pour le compte de quelqu'un, ils veulent vraiment créer leur structure et ils ont des idées, de bonnes idées, vraiment de très bonnes idées, et ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça, Sénégal, c'est vraiment très présent et on a un écosystème aussi par rapport à ça, puisqu'il y a des aides
maintenant qui sont créés par rapport à ça. Il y a des financements aussi qui sont créés. Il y a beaucoup d'institutions financières étrangères qui viennent apporter de l'argent dans le pays pour accompagner des jeunes et surtout des femmes. Et alors, est-ce que vous pensez, parce qu'effectivement, on a beaucoup vu, que ce soit dans le domaine, mais surtout essentiellement dans le domaine informel, beaucoup d'entrepreneuriat féminin, est-ce que vous pensez, moi, c'est des sons de cloche, et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, est-ce que vous pensez qu'on fait plus quand on prête, parce que votre activité à vous est formalisée, que les banques, que les structures auxquelles vous avez affaire font plus confiance aux femmes? On a vu que les femmes remboursaient généralement mieux. Et qu'elles étaient plus fiables, si on fait des statistiques. Donc, est-ce que c'est un des critères? Est-ce que vous accédez plus facilement à des financements que les hommes au Sénégal ou pas du tout? En fait, il y a deux choses. Moi, personnellement, quand je suis venue et que j'ai demandé des prêts à la banque, on ne m'a pas accordé mes prêts à la banque. Je pense que c'est parce que j'étais une femme. Maintenant, je vois que dans tout ce qui est microfinance, les gens accordent plus facilement des crédits aux femmes parce qu'elles sont dans l'agriculture, dans des métiers bien spécifiques. Et c'est vrai que ce que vous dites, c'est que les femmes sont plus sérieuses lorsqu'elles empruntent. Elles n'empruntent pas beaucoup, mais elles remboursent. Donc ça, c'est une vérité aussi. Maintenant, il y a des structures d'accompagnement dédiées aux femmes et qui les accompagnent pour les... Ah, vous êtes toujours avec nous, hein? Ah, bah j'ai cru que c'était parti. Non, non, vous êtes là. Ah, parce que je ne vous voyais plus. Oui, donc il y a des structures d'accompagnement qui se sont créées et qui tendent à formaliser un peu plus les femmes pour qu'elles soient beaucoup plus performantes. Voilà, parce qu'elles n'empruntent pas beaucoup, elles remboursent, mais elles pourraient emprunter plus et faire de plus grandes choses. Et donc, on les accompagne plus dans ce sens, dans tout ce qui est confiance en soi, dans tout ce qui est accompagnement sur la gestion d'une entreprise, etc. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, une remarque, alors une autre question, et puis je vais vous faire des remarques. Donc, une remarque de Charlène Kouassi, que je salue, que je n'ai pas vue. On s'est vu à Dakar, d'ailleurs, la dernière fois. Ah oui. Voilà, qui nous explique et qui, elle, est basée à Abidjan, qui nous dit qu'effectivement, c'est un marché qui se développe aussi en Côte d'Ivoire. Une remarque, effectivement, de Laure Lago, qui est, si je ne dis pas de bêtises, sénégalo-ivoirienne, et qui loue le fait qu'on va pouvoir passer du shawarma à autre chose et que donc l'arrivée en force de produits culinaires africains lui fait fort plaisir. Et une question de Madame Christine Traoré toujours qui nous dit Madame Nyang, vos approvisionnements. Donc vous préparez, c'est packagé, c'est marketé, c'est africain, mais votre sourcing? Alors, mon sourcing ici, vraiment, c'est on va vraiment à la source, c'est-à-dire qu'on travaille avec des producteurs sur toute la partie fruits et légumes. Au niveau du poisson, on va à la mer, directement à Ouakam. Donc, on a un pêcheur qui nous dit, voilà, la pêche du jour, on la récupère et on prépare avec le thieboudienne, etc. Le poulet, on travaille avec un fermier, donc il y a une ferme. Donc, c'est lui qui nous alimente toutes les semaines, presque 50 poulets par semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? En général, on a un circuit court, en fait. On évite de passer par des intermédiaires parce que le Sénégal, c'est facile. On peut tout acheter directement en circuit court. En France, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai, mais on est en train de travailler là-dessus pour avoir des fournisseurs en direct. Voilà. Alors, merci beaucoup. J'ai Madame Cécile Conaré qui, toujours pour Fatimata,
puisque vous avez fait les louanges, vous avez tressé les louanges de votre agence de communication qui vous a aidé à vous lancer en France. Et je crois que ça intéresse fortement Madame Cécile Conaré. Et Monsieur Dominique Serran qui vous pose une question sur les stratégies des TPME du gouvernement sénégalais. Je peux dire qu'il en existe une car le ministre est un jeune ministre et il se trouve qu'il a été mon élève. Voilà. Ah donc, oui, oui, à Sciences Po, oui, donc on se connaît très bien. Ah, génial. Voilà, donc oui, il y Ah a bah, une c'est une stratégie fierté nationale, en tout cas. Voilà, il y a une stratégie très TPME. Oui, là, il s'est formé aussi en France parce qu'il s'est formé à beaucoup d'endroits et on sentait déjà qu'il irait loin. Je me demandais si ce garçon dormait parfois. C'est ça. En général, les génies sont un peu comme ça. Mais voilà, ça aide. Donc alors, voilà. Pour répondre à la question de Madame Conaré, Cécile Conaré, oui, c'est ça. donc le nom de l'agence, ça s'appelle KHOM, K-H-O-M, tout simplement. Donc, ils sont excellents. J'ai vraiment accroché avec Aline. Donc, c'est elle qui s'est occupée de l'identité visuelle de Black Spoon. Et voilà, franchement, elle est une grande créative. Moi, elle m'a bluffée. Je ne pensais pas… Enfin, elle a tout de suite compris ce que je voulais faire. Je voulais quelque chose de moderne, mais en gardant la connotation un peu africaine. Donc, elle a réussi. Voilà, et monsieur, donc, que je salue aussi, Dominique Serran, et je ne savais pas, puisque Dominique, si c'était madame ou monsieur, donc je me suis trompé au départ, qui vous demande effectivement comment la stratégie TPME sénégalaise, si vous avez pu en bénéficier et comment ils vous ont assisté. Alors, au niveau des financements, avec les… Oui, des financements ou de l'accompagnement conseil. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'écosystème sénégalais est vraiment riche. On a beaucoup de structures d'accompagnement, on a des sociétés privées, on a des institutions. Il y a des PME qui vous accompagnent à réaliser tous vos business plans, vos études de marché. On a l'ADER qui, maintenant, depuis 2-3 ans, nous accompagne sur des financements à un taux très, très bas. Au lieu d'être entre 8 et 12%, on est à 5%. Donc, c'est vraiment pas mal. On a des structures privées comme une structure de investissement et partenaire, donc une structure qui s'appelle Teranga Capital, qui ont des fonds européens et qui vous accompagnent à 0% sur des montants jusqu'à 50 millions. Donc, vous avez pas mal de choses. Hein. On est vraiment gâtés au Sénégal, pour le coup. On a vraiment le choix. On a des structures aussi comme le WIC, donc c'est… Des business angels, en fait, dirigés par des femmes dirigeantes et qui investissent dans des TPE, dans des PME et qui aident à passer à une étape supérieure, donc qui accompagnent des structures jusqu'à 250 millions de francs CFA et donc soit en dette, soit en capital. Donc, ils peuvent rentrer pendant peut-être 7 ans et au bout de 7 ans, voilà, on rachète leur part et ils s'en vont. Donc voilà, il y a plein de choses ici. On peut commencer tout doucement avec des structures à ce niveau-là et après des projets plus importants avec des structures vraiment adaptées. Ben, merci beaucoup pour ces réponses précises et claires. Je ne sais pas si parmi les gens qui vous écoutent, il y a d'autres questions, car je jongle entre les chats et les questions. Alors, attendez, oui, il y a des gens qui écrivent leurs questions dans les chats et d'autres qui chattent dans les questions, mais c'est très bien comme ça. Il faut suivre. Hein. Voilà, il faut essayer. Si ce n'est pas le cas, sachez que vous êtes enregistré et que donc tout ça, vous pourrez vous revoir et écouter ces échanges qui seront positionnés sur notre site. Par ailleurs, je pense que… Alors, voilà, une question de Madame Ejana, que je n'arrive pas, de Edmond Gérard, deux modèles économiques différents, l'un dans lequel le concept a été formalisé en amont, oui, c'est la démarche de Fatimata, et la démarche de Yaya, qui est plus incrémentale et qui se formalise petit à petit, mais enfin, d'après ce que j'ai compris, Yaya aussi a beaucoup travaillé son projet en amont et pendant.
Tout à Voilà. fait, tout à fait. En fait, c'est deux positionnements vraiment différents. C'est ça qui m'a aidé d'évoluer en France et d'évoluer au Sénégal. C'était deux parcours vraiment différents, mais voilà, maintenant je suis assez à l'aise dans les deux puisque en France, j'ai commencé en 2011 jusqu'en 2015 et ensuite là, ça fait 5 ans que je suis au Sénégal. Et c'est vrai que c'est différent parce que il y a une maturité en fait au niveau de la France sur l'accompagnement sur l'entrepreneuriat qu'on n'a pas forcément ici au Sénégal. Voilà, en France, tout existe. Il n'y a plus qu'à aller chercher l'information, s'inscrire, être accompagné, etc. On a des chambres de commerce, des chambres de commerce, des chambres de métiers qui sont très bien organisées. On a des conseillers qui vous écoutent, qui vous accompagnent, qui vous orientent, qui vous mettent en contact avec tel ou tel organisme. Donc, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Au Sénégal, c'était un peu plus long parce que moi, je ne connaissais pas le pays, je venais qu'en vacances. Donc, j'ai mis d'abord une année entière pour comprendre un peu la machine, comment ça fonctionne, qui est qui fait quoi, comment les gens interagissent. Et c'est vrai qu'ici, c'est très différent. C'est un peu du mise en relation plus. En fait, tu connais un tel qui va te pistonner, voilà, qui va te mettre en relation en direct. Parce que si tu vas en direct, on ne va pas forcément faire attention à ton dossier, mais si tu vas avec la bonne personne, là, on fait attention à ton dossier. Donc, c'est vraiment deux environnements différents, deux fonctionnements différents. Et voilà, il faut s'adapter à l'un et à l'autre. Donc, c'est ça l'exercice un peu. Et de savoir switcher. Donc, quand on est en France, on est un peu avec le cerveau français. On se réadapte. Et puis, au Sénégal, il faut s'adapter à un autre mode de fonctionnement, une autre façon de faire, une autre culture, un autre fonctionnement. Donc voilà, c'est vraiment différent. Merci beaucoup. Et moi, juste. Oui, allez-y, Yaya, je voulais vous passer la parole. Ouais, pour parler du concept qu'on a. Nous, en tout cas, le concept, peut-être que je me suis pas assez exprimé sur le concept, mais c'est très formalisé, hein. Ça veut dire que nous, on sait déjà avant même d'ouvrir le magasin, moi, j'avais posé je m'étais donné l'obligation de, après 3 ans, d'ouvrir une fondation. Et si c'est pas 3 ans, c'est 5 ans. Et la partie formation, la partie accompagnement, elle était posée, le business plan, elle est posé, la cible, elle a déjà été posée. Il y a une étude de marché qui est faite. C'est assez formel. En tout cas, là, pour l'instant, on est dans nos clous et même la satisfaction, la satisfaction qu'on a, c'est que on s'est donné 2 ans pour pouvoir faire un peu de bénéfices. Et au bout d'un an et demi, on a commencé à bien fonctionner. Et du coup, là, on va même plus loin parce qu'on s'est dit, peut-être que l'année prochaine, on ouvre une deuxième boutique de l'autre côté du fleuve parce que pour ceux qui connaissent Bamako, c'est assez bizarre. Il y a ceux qui sont d'un côté du fleuve et ceux qui sont de l'autre côté du fleuve. Et quand on dit aux personnes, on a un magasin à côté l'ACI 2000, le quartier des affaires. Eux, ils se disent, ouais, mais pourquoi vous ouvrez pas de l'autre côté du fleuve? Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de truc. S'ils ne travaillent pas de l'autre côté du fleuve, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de truc. Mais c'est marrant. Et puis, comme on avance plus vite que prévu et qu'on est des gens aussi assez conscients que pour l'instant, malheureusement, le pays sur lequel on est, eh ben, il y a des période plus ou moins difficile dans le sens où il y a des turbulences, comme on a pu voir la semaine dernière, comme on a pu voir au mois d'août dernier, comme on a pu voir en 8 ans, on est à 2 coups d'État et demi parce que je n'arrive pas à définir encore ce qui se passe en ce moment. C'est assez hallucinant. Mais voilà, on a une feuille de route et on avait une feuille de route assez européenne. Et comme Fatimata l'a dit, il a fallu s'adapter au pays, aux réalités du pays, aux difficultés qu'on a eues. Pour moi, c'est comme ouvrir un business. C'est comme ouvrir un business en France avec d'autres difficultés. Là, il y a les difficultés de la corruption qui est visible. Là, il y a les difficultés
de pas mal de choses, mais en fait, c'est pas. Le réseau aussi, le réseau. Voilà, non, c'est intéressant. Le réseau, c'est hyper important. Avoir le Mais voilà, réseau. c'est pas le plus gros problème. Mm. C'est pas, pour moi, c'est un frein. Ça ralentit, mais Mhm. ça n'arrête pas et ça doit pas empêcher les gens Mhm. de vouloir s'investir. Et plus il y aura des gens qui vont Mhm. s'investir et tirer vers le haut et lutter contre ces problèmes-là, bah plus on aura de chance, plus on aura de chance de les résoudre. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Ça, c'est un Merci gros, beaucoup. gros sujet. Hein. C'est géré à des C'est niveaux, clair. on va dire, très, très hauts, mais c'est un très grand sujet. Je pense que ça va mettre beaucoup, beaucoup d'années avant qu'on arrive à ce qu'on a envie d'avoir. Merci beaucoup à tous les deux. C'est intéressant de vous entendre et de voir que dans des difficultés qui ne sont pas les mêmes qu'ici, donc j'entendais Fatimata dire en France, il y a tout, ce qui manque, c'est des entrepreneurs éventuellement. Les structures d'appui sont là, mais par contre, les entrepreneurs, on les cherche parfois. Bon, Ouais. alors si je perds mes écouteurs, ça va plus aller. Je reviens. Mais Thierry, excuse-moi, il y Oui. a juste un truc sur lequel moi je voulais. Parce que moi, en tout cas, en Afrique, j'ai l'impression que depuis que je suis tout petit, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs femmes que d'hommes depuis Hum. longtemps. Et c'est pas un Bien sûr, phénomène qui existe maintenant. bien sûr. Sauf que aujourd'hui, au niveau formel, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc on pense que il y a eu toujours plus d'hommes et que même sur les secteurs de pouvoir, on va dire les chefs d'entreprise qui existent déjà, les groupes, etc. C'est beaucoup d'hommes qui sont à la tête au niveau politique, même dans le public. C'est beaucoup d'hommes qui sont à la tête de ces entreprises et il y a un problème au niveau du genre comme en Europe, mais un peu plus prononcé. Mais du Mhm. coup, je pense que c'est un chemin à prendre pour les femmes qui est assez intéressant. Et du coup, quand l'informel va devenir formel, je pense qu'on va voir il y a beaucoup plus de femmes, même dans l'agriculture, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont. Moi, je sais que dans mon village d'origine, il y a beaucoup plus de femmes qui entreprennent, qui font des petits business et qui sont, mais à leur échelle, parce qu'avec les moyens qu'elles ont, elles le font que d'hommes. Et depuis Mais que je suis tout après, petit. est-ce que le pays il est adapté justement pour devenir formel? Moi, c'est ça que je me dis. Parce que être formel en France, d'accord, tu crées ton entreprise, tu es formel, tu existes, tu payes des impôts, etc. Mais quand tu as un coup dur, tu as une aide derrière, en fait. Comme ce qu'on a pu voir pendant la pandémie. Mais ici, au Sénégal ou au Mali, comment ça se passe en fait pour des C'est, entreprises comme ça? vous avez. Bah, En fait, c'est après, pas je pense. forcément du copier-coller en fait. On peut pas faire tout le temps du copier-coller. On n'a Attention, pas les mêmes c'est pas ce que réalités. je dis. Hein. Après, attention, c'est pas ce que je dis. Mhm. Je dis juste que un jour, j'espère que les gens qui travaillent au Mali, ce sera peut-être un jour dans 20 ans, peut-être un jour que je verrai pas, qui puissent avoir cette couverture Oui, en je cas de comprends. pépin, qui puissent pouvoir avoir une couverture quand ils sont malades, qui Ouais, puissent pouvoir avoir une couverture quand ils perdent leur travail. Après, c'est ça. je veux pas forcément calquer le modèle Mhm. français au Mhm. modèle africain, mais par exemple, si Mhm. on parle de la sécurité sociale, le modèle Mhm. français par rapport au modèle américain, le modèle français il est beaucoup Ah plus oui, déjà, avantageux c'est pour les mondialement citoyens. reconnu. Donc, s'il Mhm. y a des choses, et moi je sais que j'ai été en formation avec des Sénégalais qui parlaient même de personnes dans des villages qui sont en train de monter une mutuelle Mhm. entre eux et les mutuelles de villages Mhm. pour accompagner les personnes. Ça peut Mhm. être un espèce de... Ça, pour moi, ça devient formel. Je parle pas Mhm. de formel économique comme on peut avoir en France. Hein. Je parle plutôt de formaliser, de donner des postes plutôt intéressants et à fort potentiel à des femmes. C'est dans ce sens-là que je parle de formel. Ok, d'accord. Vous Voilà. avez des échanges intéressants que je vous engage à poursuivre. Alors, Yaya, je suis d'accord avec vous. Avec plaisir. Si on voit effectivement la formalisation comme elle est prélevée à Bamako sur le marché de l'argent par un collecteur qui est
de l'autorité publique, mais l'argent ne va pas forcément tout à fait dans les caisses de l'État. Et en contrepartie de cette prestation, la personne n'a pas de filet de sécurité ou n'a rien qui lui est apporté, on aura du mal à formaliser cette logique-là. On la voit dans les logiques de transport, notamment, qui sont relativement informelles. Et tout d'un coup, on fait, entre guillemets, on raquette les gens autour de licences sans leur donner quoi que ce soit en plus. Donc, comme ça ne peut pas marcher. Par contre, effectivement, je pense que n'importe qui peut comprendre l'intérêt de payer des impôts si les impôts lui permettent d'accéder à de l'école, de la formation, de la santé. Voilà, donc ce sont des évolutions de long terme et il faut, à mon avis, vraiment pas désespérer de les voir se produire en Afrique, d'autant plus que la logique de monter des systèmes de sécurité sociale que la Banque mondiale refusait pendant très longtemps est aujourd'hui quelque chose que la Banque mondiale écoute depuis une dizaine d'années. Et certains pays ont mis en place des caisses primaires d'assurance maladie qui remboursent pas. Bien sûr. Bien sûr, le Gabon, Sénégal avance beaucoup et beaucoup de pays avancent. Donc, je pense que les choses peuvent changer. Je pense que ce qu'il faut changer les choses aussi, c'est des gens comme vous. Donc, les choses ne changent pas comme ça. Hein. Il va falloir continuer. Il va falloir faire des petits, convaincre Yaya, vos collègues qui vous pensez que oui, c'est possible. Et puis, que Fatimata continue ainsi à travailler. On aura l'occasion de présenter d'autres personnes qui ne seront pas comme vous, parce que tout le monde est singulier, mais qui ont aussi des activités d'entrepreneuriat qui ont deux choses en commun avec vous, c'est d'être binationaux, je pense, et d'avoir des activités d'entrepreneuriat et d'être jeunes. Voilà. Donc, qu'on présentera prochainement et on va capitaliser sur ces expériences. Donc, vous êtes enregistrés, vous pouvez vous revoir, bien entendu. Et on va capitaliser sur ces expériences pour essayer de documenter ça de manière un petit peu plus fine, parce que ça nous semble être des évolutions intéressantes. Et je remets ça dans le contexte que Yaya et moi discutions ou débattions. Effectivement, il y a aussi beaucoup de personnes à fort potentiel qui font la France, mais qui ne veulent plus la faire parce qu'ils ont l'impression que les accès sont plus difficiles qu'ailleurs. Donc, c'est une opportunité tant pour le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Mais c'est certainement un grand malheur pour la France qui perd des gens et des ressources de qualité. Donc, ne nous oubliez pas quand même. De cerveau, des ressources de qualité qui s'en vont. Mais moi, je tiens quand même à alerter parce que après 5 ans que je suis bientôt installée au Sénégal, je me rends compte que finalement, vraiment, la vie à Dakar coûte beaucoup plus cher que quand j'étais en France, en fait. Donc ça, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues pour s'installer, qui, au final, ont tout lâché, sont repartis en France parce qu'ils ne trouvaient pas leur compte, en fait. Parce que quand on voit qu'en France, effectivement, on parlait tout à l'heure de sécurité sociale, de mutuelle, quand on a plus de travail, on a un chômage, on a des assédiques, etc. L'école, elle est payante quand on a des enfants aussi, des écoles privées qui coûtent extrêmement cher quand on veut les mettre au programme français. On n'a pas de sécurité de perte d'emploi. Donc, au final, cumuler tout ça, effectivement, oui, ça coûte très, très cher. Et il y en a beaucoup qui hésitent, en fait, d'abandonner leur confort en France pour venir s'investir au Sénégal. Donc, ça aussi, c'est une réalité. C'est des choses qu'on voit après 3-4 ans d'installation où les gens n'arrivent plus à suivre ici parce qu'il y a tous ces frais-là qui s'ajoutent. Et en plus de ça, il y a la famille qui est autour, qui vous ponctionne aussi beaucoup. Et voilà, ça devient quand même difficile à gérer. Donc ça, il faut le savoir aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on va en rester là car nous avons déjà dépassé notre temps. Et oui, c'est comme ça. On aurait pu en parler pendant des heures. En fait. On pourrait continuer des heures et des heures, mais ce n'est qu'une introduction. Merci beaucoup pour ces témoignages hyper intéressants. Puis, je vous en prie. Je vous écris dans la semaine. Je remercie aussi tous les gens qui vous écoutent. Si vous avez des questions à poser à Fatimata et Yaya, écrivez à Laurie ou à moi-même. Et évidemment, nous vous mettrons en relation si besoin est. Et puis, je vais vous souhaiter quand même une bonne fin de journée. Merci, pareillement. Très bonne journée en France et au Mali, Yaya. Voilà.
Au Voilà, Merci Fatimata. Je viendrai te voilà, voir à merci Dakar. Fatimata. Avec plaisir. Yaya, bon courage à Yaya. Et puis effectivement, une pensée à tous les Maliens qui vivent des moments troublés en Ouais, ce c'est moment. pas facile. Donc on espère que les généraux s'arrangent, ou les colonels plutôt s'arrangent entre Ouais. eux, mais que la population soit protégée. Ça sera, Surtout. j'espère, pas uniquement un vœu pieux. Et puis un excellent week-end à vous deux et puis aux gens qui nous écoutent. Merci. Et Bon merci encore week-end. d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci à tous. À très bientôt. À bientôt. Merci, Au au revoir. revoir, bonne fin Au de revoir. journée.